Kawachole, bonjour. Bonjour Justin. Voilà, vous êtes le secrétaire général de la Civito. Vous avez fait sortir une déclaration aujourd'hui. Quels sont les contenus de cette déclaration? Merci. En fait, il s'agit d'une déclaration qui concerne un travail d'enquête. Et nous avons en fait préféré sortir par rapport à la teneur de l'impact que nous avons trouvé dans notre enquête. Nous avons voulu sortir une déclaration d'étape en attendant le rapport dans les toutes prochaines semaines. Donc il s'agit en fait des conditions de garde à vue dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats de police, dans le Grand Lomé. Donc c'est ce que nous avons eu à investiguer. Nous avons constaté que ces conditions n'ont pas du tout été améliorées et qu'elles sont restées à l'étape primitive, violant ainsi la dignité humaine et surtout les normes universelles en la matière. D'abord, dans un premier temps, nous devons faire comprendre à l'opinion ce que c'est que la garde à vue en fait. C'est en fait une mesure prise par un officier de police judiciaire pour mettre à disposition des enquêteurs un suspect en le privant de liberté pour quelques jours. Et cela a pour objectif en fait d'empêcher à ce suspect de fuir ou bien de faire disparaître les preuves ou même d'être en contact avec ses complices. Bon, si par rapport à cela, nous estimons que les conditions dans lesquelles les prévenus, sinon les détenus en garde à vue sont mises actuellement, ce n'est pas normal. Et ce que nous avons constaté, c'est que toutes ces personnes qui sont en garde à vue sont mises pratiquement nues. Elles sont complètement dénudées et sont ainsi exposées à la rigueur de la fraîcheur de la mousson, surtout en ces temps-ci. Et ces personnes sont également exposées aux moustiques et surtout dans ces cellules qui sont vraiment pratiquement, c'est pas très restreintes. Nous constatons que il existe dans ces cellules des odeurs vraiment très insupportables qui sont en fait dues à l'absence des installations sanitaires. Et ce qui oblige maintenant les détenus à faire leurs besoins, à déféquer dans des conditions inappropriées. Et ceci vraiment est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cet état de fait dans un pays qui se veut un état de droit. Donc c'est à cet effet que nous avons... Et ceci, c'est un cas général. Nous l'avons constaté dans plusieurs commissariats de police et brigades de gendarmerie dans le Grand Lomé, à la suite de plusieurs interventions, de plusieurs interpellations des familles de ces détenus. Alors cela nous interpelle en tant que défenseur des droits de l'homme à vraiment prendre des dispositions pour interpeller l'autorité. Et c'est pour cette raison que nous avons sorti cette déclaration que je rappelle n'est qu'une procédure d'étape en attendant le grand rapport qui va concerner toutes les régions pratiquement de notre pays. Et ce que nous voulons, c'est au niveau de l'autorité, c'est qu'elle prenne des mesures pour arrêter, pour mettre fin à ces conditions qui sont en réalité une forme de torture. En fait, c'est une torture morale. Quand on met les préjudiciables, c'est des gens qui ne sont pas encore inculpés, et qui doivent bénéficier de tous leurs droits, en fait, en principe. La seule, le seul droit qui leur est retiré, c'est le droit à circuler librement, à la liberté, bon, comme les autres. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est en fait le droit que la loi autorise
à la police judiciaire d'avoir sur ces personnes détenues. Mais lorsqu'on se permet maintenant de mettre ces personnes dans ces conditions vraiment dégradantes et inhumaines, cela pose le problème même de notre police judiciaire qui en fait devrait être visitée. Ces lieux de détention doivent être à tout moment visités par le parquet, par le procureur. Il doit savoir comment les personnes qui sont interpellées au niveau de la police judiciaire sont traitées, et cela permettra maintenant de corriger ces défaillances. Mais ce que nous voyons, c'est que vraiment c'est une situation vraiment qui n'est pas normale. Et ceci, il ne faut pas voir tout de suite les forces de l'ordre, parce qu'à ce niveau de traitement, il y a vraiment des degrés de responsabilité. Oui, et il faut le reconnaître, c'est au niveau de l'État. Il appartient au gouvernement de mettre les moyens à disposition pour permettre aux forces de l'ordre de traiter normalement ces personnes mises qui sont en situation de garde à vue. Et ceci nous a amené à interpeller le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre des Droits de l'Homme, et aussi les professionnels de la justice togolaise. Je veux parler du parquet, à prendre des dispositions pour que ces conditions vraiment soient revues pour le respect de la dignité de la personne humaine, parce que tout ce qui se passe est vraiment en violation avec la Convention des Nations Unies contre la torture et tous les protocoles auxquels le Togo est parti depuis plusieurs années. Voilà, et votre rapport, c'est le rapport d'État, vous venez de le dire. Et ce rapport a couvert quelle période? Oui, bon, je peux dire que ça fait, il y a de cela 3 semaines à peu près que plusieurs familles nous ont interpellés par rapport à cela. Et c'est à partir de ce mois que nous avons commencé par faire nos enquêtes dans le Grand Lomé, dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats de police. Vous convenez avec moi que je ne vais pas quand même vous donner les noms des brigades, parce qu'il faut quand même protéger certaines personnes pour ne pas les exposer. C'est le travail que nous faisons d'ailleurs. Donc, suite à ces interpellations, nous avons constaté que les conditions n'ont pas changé, puisque nous-mêmes nous avions vécu cela il y a de cela 1 an, bientôt 1 an. Je crois le 20 août 2015, il y a eu 3 défenseurs des droits de l'homme qui ont été mis dans ces conditions, et dont je faisais partie. Et nous avons entre-temps interpellé l'autorité sur cet état de fait. Mais si jusqu'à ce moment nous sommes interpellés, et sur ce point, c'est que l'autorité, il n'y a pas encore une volonté politique réelle de mettre fin à ces formes de torture, à cette forme de torture. Voilà, votre association lutte contre la torture, vous venez de le dire, et ça fait pratiquement 1 an. Et en dehors de cette période dont vous venez de faire cas, vous avez été arrêté dans l'affaire Matiana Sibé, vous avez suivi la torture au niveau de l'ANR. Et comment expliquez-vous que depuis là, les cris de détresse n'ont pas changé grand-chose au niveau des autorités? Et justement, je crois que les autorités n'ont pas une volonté, il faut le dire aisément, elles n'ont pas une volonté de faire changer les choses, et c'est parce que, à mon avis, elles ne veulent pas vraiment contribuer au respect de la dignité de la personne humaine, dans un premier temps. Ensuite, elles n'ont pas la volonté également de respecter les engagements que l'État togolais a pris vis-à-vis de la communauté internationale en vue de préserver la dignité, de préserver l'intégrité physique et la dignité de l'être humain. Donc, c'est une situation que nous déplorons beaucoup, et cela ne nous empêchera pas quand même de continuer par mettre la pression, par faire du plaidoyer pour les amener vraiment à comprendre qu'en le faisant, ce n'est pas contre quelqu'un ni pour quelqu'un d'autre, mais en le faisant, c'est pour nous tous, parce que la roue de l'histoire, elle tourne, elle cesse de tourner, et que si quelqu'un a dit que si vous êtes au-dessus, il faut avoir un peu d'égard à l'endroit de ceux qui sont en bas, parce que votre tour arrivera, qu'un jour vous serez dans les mêmes situations et que vous allez vivre les mêmes choses. Donc il vaut mieux arranger pour que
demain ne vous surprenne pas. C'est en quelque sorte ce que moi j'ai à dire. Voilà, aujourd'hui, c'est un rapport d'étape. Et dans quelques jours ou dans quelques semaines, il va y avoir le rapport général. Est-ce que ce rapport général aura un rapport par rapport à l'examen périodique universel des droits de l'homme qui s'ouvre bientôt? Pas du tout. Bon, enfin, est-ce qu'il faut dire que ça a lien, parce que le rapport concernant l'examen périodique universel, la société civile, nous l'avons déjà envoyé, et Asivito a contribué à l'élaboration de ce rapport du fond en comble, surtout concernant la torture et autres formes de traitement inhumain et dégradant. Nous avions été pour beaucoup par rapport à la rédaction de ce rapport que l'organisation, l'ONG Amnesty International a organisé, je crois, dans le mois de février 2016. Donc, je disais donc, sur ce point que le rapport de la société civile a été envoyé depuis le 21 mars 2016. Donc, je pourrais dire que ce rapport ne peut plus être modifié. D'abord, il n'y en a pas la possibilité de le modifier, mais n'empêche que ceux qui auront l'occasion quand même peut-être d'être devant ces institutions internationales pour défendre les droits des Togolais, qui se rappellent que vraiment que Asivito a fait un travail et par rapport aux conditions de détention dans les lieux de détention de la police judiciaire. Je veux parler des conditions de garde à vue au niveau de la garde à vue. Donc c'est un peu cela, mais notre travail a pour objectif d'amener les autorités à faire changer les choses, à améliorer les conditions dans ces lieux de détention qui sont vraiment dégradantes et qui doivent vraiment nous interpeller en tant que défenseurs des droits de l'homme. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les autorités togolaises ont fait tellement des avancées en matière du respect des droits humains au Togo? Avancées, bon, je peux dire que sur ce point, chacun a sa manière, a sa lecture de la chose. Mais au niveau de la sécurité, ce que nous constatons, c'est que rien n'a changé. C'est le statu quo, les conditions n'ont pas changé et que les choses continuent les gens continuent par être torturés. Je ne peux que donner l'exemple de Mango où les victimes de torture sont encore dans les prisons, dans les cellules de Dapan et de Mango. Et avec ce qui se passe aussi dans notre prison, à la prison civile de Lomé, où une victime aussi quelqu'un a été aussi, un prisonnier a été torturé, molesté, mis sous le soleil, forcé et contraint à regarder le soleil pendant plusieurs heures. Je crois que ça s'appelle torture et ces conditions n'ont pas du tout changé. Je sais savoir qu'aujourd'hui. Alors, s'il faut dire que les conditions de détention ou bien si les droits de l'homme ont connu des améliorations dans notre pays, à notre niveau, au niveau d'Asivito, nous disons que rien n'a changé et que les conditions continuent par être en défaveur du respect de la dignité de la personne humaine et continuent par violer les normes internationales en matière de détention. Et ce n'est pas nous qui le disons, parce qu'il y a la réalité, il y a des éléments de preuve que nous cessons de vivre, de recevoir. Et ceci nous amène dans les prochains jours à continuer parce que nous l'avons pris. Nous voulons voir dans quelles conditions les autres aussi cellules sont, les autres détenus dans les autres régions sont traités. Et ceci nous amènera dans les prochains jours à parcourir les autres préfectures, les autres régions de l'intérieur du pays. Et ça peut couvrir plusieurs semaines. Et cela nécessite également, bien entendu, des moyens que nous essaierons de chercher. Voilà, les moyens financiers. Bien entendu, les moyens financiers. Mais bon, on en fait avec. D'accord. Et votre association, c'est une association contre les victimes de la torture, c'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le nombre s'augmente ou bien ça diminue? Oui, aujourd'hui, par rapport à cela, vous savez, Asivito n'est pas
une association que les autorités portent dans leur cœur. Et ça, je ne vous le cache pas parce que à ce jour, la preuve, c'est que les autorités refusent toujours de délivrer à notre association son récépissé. Et ça fait depuis 2012, juin 2012, que nous avons été créés, nous avons fait toutes les formalités administratives. Mais à ce jour, nous n'avons pas encore notre récépissé. Et toutes nos tentatives pour pouvoir l'obtenir ont été vaines. Et c'est une preuve que l'autorité ne veut pas du tout nous sentir. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'autorité a également essayé de restreindre les libertés d'association. Entre-temps, donc l'ASFITO fait partie des associations qui sont dans la ligne de mire des autorités. Et je crois que sur cet angle, nous, au niveau de l'ASFITO, il y a également les victimes qui sont menacées, certaines victimes qu'on interdit. Il y a des menaces au niveau des familles des victimes pour leur empêcher d'adhérer à ASFITO. Mais tout qu'on fait, nous en sommes très sereins au niveau d'ASFITO parce que ce que nous faisons, on est contre personne et c'est à l'avantage de tous les Togolais. Et quand bien même il y a les victimes qui hésitent ou bien qui ont peur par rapport aux intérêts familiaux, par rapport à certaines menaces. Bon, il y en a par contre qui se sont engagés pleinement aux côtés d'ASFITO. Et aujourd'hui, nous comptons dans notre sein plusieurs victimes directes. Je veux parler des victimes directes des cas de torture. Nous avons également des victimes indirectes, c'est-à-dire collatérales de torture. Et nous avons des sympathisants. Donc, ASFITO aujourd'hui a le vent en poupe par rapport à la mobilisation. Nous avons pas mal d'adhérents au sein d'ASFITO. Voilà, vous avez le vent en poupe. Vous êtes l'un des responsables de cette association au commencement. Et votre premier responsable, le colonel ou le lieutenant-colonel officier Ama, vous avez de ces nouvelles? Oui, notre président Olivier Ama, le chef d'escadron, il va bien. Comme vous savez, une victime de torture qui est contrainte à quitter sa famille pour aller vivre en exil, c'est également des souffrances de plus. Donc, il est doublement victime. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas dire qu'il est à l'aise là où il est. Mais tout compte fait, nous continuons par abattre ce travail que nous devons faire pour que demain le Togo soit un véritable état de droit, pour qu'il puisse revenir et puis retrouver, vivre avec sa famille comme tout homme libre. Mais pour l'instant, avec cette situation, je crois que nous avons beaucoup à faire sur le plan des droits de l'homme. Et surtout, j'interpelle beaucoup la société civile, ces organisations de la société civile, ces défenseurs des droits de l'homme, à clarifier leur position parce que il ne sert à rien de bluffer le peuple sur les médias pour dire qu'on est défenseur des droits de l'homme, alors qu'en réalité, on est en train de comploter dans les coulisses contre ce peuple. Je crois que ce n'est pas normal et qu'il va falloir que les gens soient vraiment logiques envers eux-mêmes et qu'ils sachent ce qu'ils font et qu'ils fassent réellement leur devoir pour amener vraiment les dirigeants à revoir leur méthode de gouverner, à revoir vraiment les conditions dans lesquelles les gens sont détenus, arrêtés, incarcérés, et vraiment, et cela fera du bien pour notre pays. C'est le Togo qui va grandir dans tout cela. Voilà, vous êtes sur le terrain, vous travaillez au quotidien, vous n'avez pas peur? Oui, mais vous savez, c'est vrai, il y a pas mal de personnes qui nous interrogent sur cela. Et on a peur lorsque ce qu'on fait, on n'est pas convaincu de ce qu'on fait. Oui, c'est en ce moment qu'on a peur.
Mais lorsqu'on est convaincu, toi Justin et moi je peux pas, ce n'est plus la peine de te demander si tu n'as pas peur, parce que je sais que tu es convaincu du travail que tu fais et que c'est le résultat qui importe pour toi. Donc c'est la même chose pour moi également. Donc je suis convaincu de la lutte que je mène. Je sais que c'est dans la logique du chrétien que je suis. Vous savez, le chrétien, il doit tout faire pour faire arranger les choses. Il faut dénoncer. C'est normal, parce qu'aujourd'hui, les gens nous traitent de... Les gens disent par ignorance que Acholi c'est un activiste. Oui, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'activisme. Un activiste, c'est quelqu'un qui opte beaucoup plus pour des solutions directes que la diplomatie. Oui, nous, on est passé par la diplomatie, on a constaté qu'au niveau de la diplomatie, oui, au niveau de la diplomatie, c'est une mafia là-bas, c'est des réseaux ésotériques qui ont vraiment englouti le peuple. Les gens vont faire des compromissions contre le peuple et nous demandent de les accompagner. Il n'en est pas question. Nous, on va rester activistes et que c'est l'avenir qui nous édifiera, parce que nous savons que ce que nous faisons, c'est vrai, il n'y a pas d'impact direct, mais un jour arrivera où les gens comprendront que vraiment le travail que Assimito abattait était un travail noble et qu'il fallait vraiment accompagner, soutenir pour le bien des populations togolaises. Voilà, si vous permettez, on va encore revenir sur cette fameuse affaire rocambolesque d'attentat contre la sûreté de l'État à l'époque, en 2009, je me rappelle. Et vos camarades de lutte, certains ont été arrêtés, libérés, et d'autres qui ont travaillé direct, indirect, et du côté de Patanya-Niassibé ont fui le pays, les coursiers. On a appris la mort de certains au Bénin, d'autres aujourd'hui sont au niveau de la diaspora, notamment en Hollande, le cas d'un certain Pascal, qui défrait la chronique, il a été opéré maintes fois. Est-ce que vous avez eu vent de ces informations-là, de vos amis d'hier, ou avec qui vous avez l'habitude de travailler, qui sont là à l'extérieur du Togo? Oui, je crois que concernant, bien avant cette affaire, Patanya-Niassibé, je rassure qu'il y a eu pas mal de militaires qui ont été traités de la même manière, qui ont déserté. Y compris les civils aussi? Oui, qui ont déserté, qui sont en exil. Voilà. Et par rapport à l'affaire Patanya-Niassibé, après le procès, bon, plusieurs personnes ont été libérées, parmi lesquelles je fais partie. Et nous avons créé l'association avec une poignée de personnes. Et bon, ensemble, nous avons œuvré à la libération de plusieurs autres personnes. Je tiens à rappeler qu'au niveau d'Assimito, nous sommes la première d'ailleurs association à pouvoir porter plainte au niveau international et à obtenir vraiment une condamnation contre l'État togolais. Je vais parler de cette fameuse affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État où les victimes ont déposé des plaintes au niveau de la CEDEAO où l'État togolais a été condamné. Et donc, ensuite, nous avons contribué à la libération de plus d'une trentaine de prisonniers. Dans cette affaire-là? Oui, non, pas dans cette affaire, mais au niveau de la Civito. Voilà. Mais dans cette affaire particulièrement, nous avons pu obtenir la libération de 3 personnes, dont Lambert Adjinon, voilà. Oui, qui a été évacué pour des soins vraiment intenses en Europe, qui s'y trouve présentement. Et à l'heure où nous sommes, il y a 7 qui sont encore en détention, 2 donc Patanya-Niassibé lui-même à la prison civile de Lomé, il y a Niassibé Esso qui est à la prison civile de Djedie, il y a 2 Monsieur Tingolo et le chef d'escadron Anti qui sont à Tapamé, et à Sokole il y a l'agent de sécurité de l'ambassade des Nations Unies, M. Sasso, et le capitaine Dantema qui sont à Sokole. Donc il reste 7 personnes qui sont maintenues en détention. Mais pour cette affaire, Pacha dans la globalité, je vais vous rappeler que lorsque il y a eu fusillade, après la fusillade au domicile de Patanya-Niassibé, il y a eu au total entre je crois 3 morts,
dont on n'en parle pas souvent. Il y a Mondomanzi, il y a Mondomanzi, il y a Jean Depeau, le chauffeur de Herba, il y a Kifalan, qui sont morts, Kifalan qu'on a retrouvé à la morgue menotté et criblé de balles. Donc il y a cela. Et après ça, il y a eu vraiment des persécutions sur certains militaires qui ont dû prendre la clé des champs. Et cette personne, je ne sais pas où elle se trouve aujourd'hui. Donc c'était aussi également. Oui, bien entendu. Donc, vraiment, cette affaire a fait pas mal de victimes, a fait beaucoup de victimes. Donc, je ne maîtrise pas tellement le nom, mais je sais que ça fait pas mal de victimes. Et les gens sont volatilisés dans la nature. Seuls nous qui avions eu ce courage de créer l'association et de continuer par œuvrer pour que justice soit faite et qu'il y ait réparation un jour. C'est vraiment notre travail. Et nous vous remercions, je tiens à vous remercier, vous, les journalistes, qui aviez relayé très tôt les allégations de torture sur les victimes que nous sommes quand nous étions encore en détention. C'est vous d'abord qui avez commencé par le faire. Et avant la suite, je tiens vraiment à vous réitérer toute notre reconnaissance et que Dieu vous accompagne dans votre nouveau travail. Monsieur Kao Acholi, merci à vous. C'est moi qui te remercie. Et bon courage également à vous. Merci. Merci à toi.